soir, vous êtes 14, il manque 3 élèves, il y en a peut-être qui font la sieste ou qui tout simplement ne peuvent pas se connecter. Donc, je commence. TP2, ah bah il nous manquait Léo, voilà. Amylase et spécificité enzymatique. Alors, et Anis arrive, c'est parfait, on est presque au complet. Laurent, si vous pouvez envoyer un petit message à Léa. Léa Sportes, si vous pouvez lui envoyer un petit rappel, hein, comme elle n'est pas dans le groupe et que c'est compliqué. Merci au caméraman. Donc, ce deuxième TP, amylase, je me permets d'insister, c'est nécessairement une protéine de type enzymatique et qui a comme substrat l'amylose. En fait, c'est l'amidon. Vous pouvez comprendre l'amidon. Donc, quand ça termine en ase, on est face à une protéine enzymatique qui a une fonction. Une enzyme a une fonction, elle agit sur un substrat, elle a une action spécifique. Et son substrat, on va voir que c'est l'amidon. Et spécificité enzymatique, spécificité, ça sous-entend ce terme-là qu'une enzyme agit sur un substrat donné. Autrement dit, quand il y a la notion en biochimie de spécificité, vous devez envisager une complémentarité de forme entre une enzyme, une partie de l'enzyme et son substrat. Donc spécifique, on l'avait vu déjà avec les anticorps. Un anticorps est spécifique d'un déterminant antigénique donné. Vraiment essayer, Eléa est là, super. Pensez à la notion de complémentarité de forme. On parle de conformation de forme en 3D dans l'espace. Donc, les mots-clés aujourd'hui qu'il va falloir retenir, c'est toujours cette notion d'enzyme qui est un catalyseur biologique, on va le revoir. Le substrat, c'est la molécule sur laquelle l'enzyme va agir. Les réactifs d'une réaction, eh bien, les réactifs d'une réaction sont les substrats de l'enzyme. Eau iodée, ça normalement c'est acquis pour tous, ou l'ugol, c'est le synonyme de iodé, c'est le réactif spécifique de l'amidon et aussi du glycogène, on va le voir. Je vous rappelle que l'eau iodée, qui est normalement de couleur jaune, devient bleu encre en présence d'amidon. La liqueur de Fehling, on l'a vu la semaine dernière, ça va être le réactif spécifique des sucres dits réducteurs, des sucres simples ou des diosides. Donc typiquement, le glucose réagit avec la liqueur de Fehling. La réaction, elle se fait à plus de 60 degrés Celsius. Et la liqueur de Fehling, qui est naturellement bleue, en présence d'un sucre réducteur, il y a une réaction redox qui se produit au sein du tube à essai que vous faites chauffer. Et il y a précipitation des ions cuivre sous forme d'un précipité rouge brique. Le glucose réagit positivement à la liqueur de Fehling. Le fructose, le lactose aussi, mais pas le saccharose. L'amylase, donc c'est le nom d'une enzyme qui va agir sur un substrat, l'amidon, qui va permettre son hydrolyse. On en sécrète au niveau des glandes salivaires et aussi au niveau du pancréas, donc qui participe à la digestion des nutriments. Le glucose, c'est un sucre simple qui réagit positivement à la liqueur de Fehling. L'amidon, c'est un glucide complexe, un polymère de glucose et qui va réagir négativement à la liqueur de Fehling, mais positivement à l'eau iodée. C'est la molécule de stockage chez les végétaux. Le glycogène, c'est aussi un polymère de glucose. C'est la forme de stockage du glucose sous forme polymérique chez les animaux et chez les champignons. Le maltose, c'est un dimère de glucose et le saccharose, c'est aussi un dimère et c'est un sucre non réducteur. C'est la molécule que vous retrouvez chez les végétaux qui circule via la sève élaborée. On verra ça dans le tronc commun qui n'est pas la partie en spé. Alors voilà une mise en situation et recherche à mener. On vous dit le glycogène et l'amidon sont deux glucides complexes, donc polymères de glucose, c'est écrit ici, qui ont des structures différentes. Une enzyme, on vous rappelle que c'est une protéine qui catalyse de manière spécifique une réaction biochimique. Donc la catalyse, on en a parlé la semaine dernière, c'est accélérer une réaction et même dans certains cas permettre la réaction. De manière spécifique, ça sous-entend qu'une enzyme agit sur un substrat donné,
qui lui est spécifique. Une réaction biochimique, on va voir qu'ici, c'est une hydrolyse des polymères de glucose que sont le glycogène et l'amidon. Vous remarquez que l'ancien mot de glucose, c'était glycose, G-L-Y-C-O-S, d'où le terme glycogène. L'amylase est une enzyme digestive présente dans la salive, connue pour hydrolyser l'amidon. Donc là, vous avez finalement, dans cette introduction, des mots importants. L'hydrolyse de l'amidon, ça va être la réaction chimique. Le nom de l'enzyme, c'est l'amylase. Et visiblement, le substrat de cette enzyme, c'est l'amidon. Le jour d'une CE, vous n'avez pas le droit évidemment d'écrire sur le sujet. Je peux vous conseiller deux choses si ça vous rassure d'écrire sur un sujet. Comme ils sont plastifiés, vous pouvez prendre par exemple un stabilo qui est un feutre effaçable. Vous prenez aussi évidemment un petit mouchoir et vous effacerez une fois que vous aurez terminé votre travail pour remettre la paillasse en état. Mais c'est envisageable d'écrire sur la feuille plastifiée pour repérer les mots-clés du sujet. Le problème à résoudre, on cherche à déterminer si l'amylase, donc l'enzyme dont il est question, hydrolyse spécifiquement l'amidon ou si elle peut aussi hydrolyser le glycogène. Donc, c'est acquis, on vous dit que l'amylase hydrolyse l'amidon. Mais on veut savoir si elle peut aussi hydrolyser le glycogène ou si une enzyme a un substrat spécifique ou pas. Vous allez me dire, évidemment, vous venez de nous dire qu'il y a une spécificité de substrat, certes, mais là, il faut le redémontrer. On est en ECE. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelques connaissances, certes, mais surtout de partir sur une démarche de résolution, sur du raisonnement, démontrer la spécificité d'une enzyme pour son substrat. Les ressources qui vous sont fournies. Structure de l'amidon et du glycogène. On vous dit que l'amidon et le glycogène sont tous deux des assemblages de très nombreuses molécules de glucose, donc des polymères de glucose, c'était rappelé ici. Leur structure spatiale est cependant très différente. Ça, c'est intéressant. Donc, bien que ce soit deux polymères de glucose, leur forme dans l'espace est différente. Et donc là, vous devez penser à la notion de spécificité d'une enzyme pour son substrat. Eh bien, il est fort probable que l'amylase ne puisse agir que sur l'amidon, juste parce que la forme de l'amidon permet par complémentarité la fixation de l'amylase dessus. Si on vous dit que le glycogène a une autre forme en 3 dimensions, une structure 3D ou une conformation spatiale différente, vous devez supposer que cette amylase ne peut pas agir sur le glycogène. Les molécules de glucose de l'amidon sont essentiellement assemblées de manière linéaire, alors que dans le glycogène, elles forment des chaînes très ramifiées. Effectivement, c'est aussi une polymérisation en alpha 1,4, le glycogène, mais il y a plein de ramifications. Donc, il y a un gros encombrement stérique, on appelle ça. Elle est encombrante, la molécule de glycogène. L'amylase, vous allez le voir, ne peut agir dessus, mais c'est ce qu'on va démontrer. Elles ont des fonctions différentes. Alors, l'amidon et le glycogène n'ont pas de fonction, ce sont des sucres, des complexes, des polymères de glucose. Leur seule fonction, entre guillemets, c'est d'être bien adaptés au stockage. Je préfère le terme fonction pour une enzyme. Une enzyme, elle a une fonction donnée. Ça peut être hydrolysé, ça peut être créer une liaison covalente. Voilà, il y a plein de fonctions enzymatiques. Là, dans le cas de l'enzyme qu'on étudie aujourd'hui, c'est juste une fonction d'hydrolyse. L'amylase, elle a une spécificité de fonction, c'est de couper les liaisons alpha 1,4. Donc, j'ai envie de dire, Sacha, si vous pensez à la molécule d'amidon et à la molécule de glycogène, on peut dire qu'elles ont la même fonction. Ce sont des molécules de stockage, mais pas chez les mêmes êtres vivants. Le glycogène, c'est chez nous. On en a plein dans le foie, on en a aussi plein dans les muscles. Et l'amidon, on n'en a pas du tout. Nous, on ne sait pas fabriquer de l'amidon. Par contre, la pomme de terre sait en fabriquer, le blé, les végétaux savent fabriquer de l'amidon. Alors, pourquoi je sais faire du glycogène et pourquoi je ne sais pas faire de l'amidon? Eh bien, accrocher des glucoses les uns à la suite des autres et les ramifier, ça se fait par certaines enzymes que nous, les animaux, synthétisons. On a un bagage enzymatique codé par nos gènes qui nous permet de fabriquer du glycogène. La réciproque est vraie, les végétaux n'ont pas de bagage enzymatique pour fabriquer du glycogène, mais ont le bagage enzymatique pour fabriquer de l'amidon. Donc, je ne stocke pas d'amidon, je stocke du glycogène, et comme les champignons, alors que la plante stocke que de l'amidon et pas de glycogène.
Les molécules de glucose sont essentiellement assemblées de manière d'autre, donc ça, glycogène, on a dit que c'était ramifié. Digestion. La digestion de l'amidon et du glycogène donne des sucres réducteurs, essentiellement du maltose. Alors ça, c'est important. Vous n'avez rien à retenir. On vous dit juste que le maltose, c'est un dimère de glucose. Maltose, eh bien, c'est un sucre réducteur. Ça veut dire quoi? Si c'est un sucre réducteur, il va nécessairement réagir avec la liqueur de Fehling à chaud. Elle était bleue, elle va donner un précipité rouge brique. Donc, vous remarquerez, ne retenez pas par cœur que le glucose est un sucre réducteur, que le maltose est un sucre réducteur, c'est rappelé dans la consigne. Et vous comprenez juste que quand je suis sucre réducteur, alors je suis positif lorsque je fais le test à la liqueur de Fehling. En revanche, l'amidon et le glycogène sont des polymères de glucose, ne sont plus des sucres réducteurs, ils sont très encombrants et eux ne réagissent pas à la liqueur de Fehling. Par contre, réagissent avec l'eau iodée. En effet, l'eau iodée, sa couleur, normalement, c'est le jaune. Test négatif, ça veut dire quand il n'y a pas de réaction qui se fait. En revanche, en présence d'amidon, l'eau iodée tourne au bleu-noir. Et en présence de glycogène, il y a aussi un changement de couleur, ça donne brun-rouge. N'apprenez pas par cœur que l'eau iodée avec le glycogène donne brun-rouge, on vous le rappellera. Ensuite, étape 1, concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème. Donc, ce n'est pas durée maximale, c'est durée conseillée. Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de déterminer si l'amylase hydrolyse spécifiquement l'amidon ou si elle peut aussi hydrolyser le glycogène en réalisant des digestions in vitro. In vitro, pour ceux qui l'ignorent, ça veut dire in, dans, vitro, dans le verre. Autrement dit, vous allez réaliser une digestion du glycogène et de l'amidon dans des tubes à essai. Alors, comment on digère l'amidon? Ça va être mon témoin. Il faut vraiment que vous pensiez dans votre démarche de résolution au témoin. Comment je digère de l'amidon? Il va me falloir de l'amylase, de l'amidon. Et puis, pour être sûr, j'ai l'impression que ça marche. Si, je crois que j'ai été coupée. Je vais ensuite vérifier que la digestion a été effective. Si l'amidon a bien été digéré, je devrais observer ensuite, après ajout d'eau iodée, une coloration jaune. Ça veut dire que dans mon tube à essai, je n'ai plus d'amidon. Et ensuite, je fais aussi un test à la liqueur de Fehling, auquel cas je devrais avoir un précipité rouge brique. Mon témoin va m'amener à dire que l'amylase a bien agi sur l'amidon, a fait disparaître, entre guillemets, l'amidon. En fait, l'a hydrolysé en glucose qui réagit à la liqueur de Fehling. Pour info, pour tester et l'eau iodée et la liqueur de Fehling, vous ne pouvez pas dans le même tube à essai rajouter de l'eau iodée, rajouter de la liqueur de Fehling, c'est pas possible. Donc dans un volume donné qui n'est pas trop négligeable, on va vous indiquer dans la fiche protocole quel est le volume à prendre. Eh bien, vous faites un prélèvement de votre tube à essai dans une plaque de titration. Je vais vous montrer les photos par la suite et vous allez faire réagir à l'eau iodée. Alors, je vais tout de suite vous montrer ces plaques de titration. Donc ça, c'est vraiment le document important qui vous permet de comprendre les réactifs eau iodée, liqueur de Fehling. Et donc là, normalement, j'ai une photographie d'un travail qui a été fait l'année dernière par des élèves. Donc, vous voyez ici, ça c'est ce qu'on appelle une plaque de titration. Ça permet de faire des tests très rapides à l'eau iodée. Le principe, c'est que vous prenez au sein de votre tube à essai avec une casterette, les petites pipettes là, vous prélevez une goutte ou deux de votre solution. Ensuite, vous la déposez dans une cupule qui est vide et vous y ajoutez une goutte d'eau iodée. En présence d'amidon, vous avez une coloration bleu encre. En absence d'amidon, on voit le jaune de l'eau iodée qui n'a pas réagi. Et là, vous voyez une coloration orange, rouge, c'est l'eau iodée. J'ai l'impression que la connexion, elle n'est pas terrible. Ça va pour tout le monde? Vous arrivez à suivre? Ouais. Ok. Bon, j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas trop. Donc, là, voilà la présentation proposée par des élèves. Il y a des choses qui sont très bien et puis il y a des choses qu'on peut améliorer. Ce que j'apprécie, c'est l'écriture à côté des cupules. Ça nous permet de comprendre ce qu'ils ont mis. Et en même temps, je trouve que ça manque de clarté à la lecture de ces cupules. Je vous explique. Là, clairement, je sais et j'ai compris qu'ils ont mis AM, ça veut dire amidon. Mais là,
fait, c'est sans amylase et là, c'est avec amylase. Donc là, c'est mon témoin négatif de l'amidon tout seul sans amylase n'est pas hydrolysé et la preuve, le réactif. Donc moi, j'aurais écrit AM pour amidon et puis peut-être LUG pour Lugol. Et là, hop, j'ai du bleu. Là, j'aurais mis AM plus enzyme, c'est ce qu'ils ont voulu dessiner ici, plus Lugol. Donc, quand je compare les deux cupules, je constate qu'ici, il y a présence d'amidon et là, il n'y en a plus. J'en déduis que l'amylase a bien réagi sur le substrat amidon et a fait disparaître cet amidon. Alors, cette expérience, elle doit être complétée. Il vous reste évidemment un volume dans votre tube initial sur lequel vous avez travaillé. Et elle doit être complétée par un test à la liqueur de Fehling pour vérifier que ici, le test à la liqueur de Fehling va être négatif. L'amidon est resté amidon, donc il n'y a pas hydrolyse en monomère de glucose. Par contre, dans ce tube à essai-là, eh bien, je dois avoir un résultat positif à la liqueur de Fehling, à savoir que l'amidon a disparu, est devenu glucose, a été hydrolysé en plein de monomères de glucose qui réagissent à la liqueur de Fehling. Ce que vous pouvez faire aussi en termes de présentation, vous pourriez sur une feuille de brouillon à côté de votre plaque de titration, écrire plutôt là des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Et sur une feuille de brouillon, indiquer la correspondance tube 1, voilà ce qu'il y a, amidon seul, tube 2, amidon plus amylase, tube 3, glycogène seul, ici, et tube 4, en fait, c'est celui-ci, c'est glycogène plus amylase, et là, clairement, vous observez le même résultat. J'en déduis que l'amylase sur le glycogène n'a eu aucun effet. Je constate qu'il y a toujours du glycogène alors qu'on a fait réagir une enzyme qui est censée hydrolyser le glycogène. Donc non, cette enzyme, l'amylase, n'agit pas sur le glycogène, elle est spécifique exclusivement de l'amidon. Là, c'était un autre test. Donc, vous voyez, il y a des choses positives. Je trouve que globalement, c'est propre, leur travail. Là, ces tâches-là, elles ne sont pas dues à une manip de l'élève. Qu'est-ce que je trouve bien aussi? Concernant les volumes, je mettrais un plutôt plus, c'est-à-dire que d'une cupule à l'autre, globalement, le volume déposé est comparable. Ça, c'est important. Vous allez me dire, cette cupule-là, le volume est beaucoup plus important que celle-ci. C'est vrai. Donc, on pourrait avoir un facteur de dilution. Donc, quand on fait la manip, il faut essayer d'être très précis, ne prendre qu'une goutte de votre tube à essai 1, une goutte du tube à essai 2, une goutte du tube à essai 3, une goutte du tube à essai 4 et une seule goutte de Lugol pour être vraiment irréprochable en termes de comparaison des résultats obtenus. Je continue. Ça, je vous ai rajouté, alors ce format-là, il est peut-être pas très agréable, pas de souci, Eva, s'il y a des questions, je reviendrai dessus, il n'y a pas de problème. Test chimie d'identification des molécules. Ne vous prenez pas la tête là-dessus, vous commencez maintenant à les maîtriser. L'amidon, si je cherche de l'amidon, si je cherche du glycogène, je vais utiliser du Lugol où le synonyme c'est eau iodée. Et qu'est-ce que je comprends? Eh bien, ce Lugol ou cette eau iodée donnera du bleu foncé si j'ai de l'amidon, donnera du orange foncé si j'ai du glycogène. Et si j'ai pas de coloration, ça reste jaune, autrement dit, le test est négatif. Concernant les sucres réducteurs, le glucose, le fructose, le maltose, c'est un test à la liqueur de Fehling. Donc là, elle est compliquée cette manip-là parce qu'il faut faire chauffer. Alors, on a des becs benzène électriques au lycée et faire attention parce que sinon, on peut avoir des projections. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est moins dangereux, c'est faire en fait déposer les tubes à essai dans un bain-marie. On n'est pas obligé de monter à 100 degrés Celsius. À 60-70, ça fonctionne, mais c'est un petit peu plus qui est de couleur bleue normalement en présence soit de glucose, de fructose ou encore de maltose, eh bien on a formation d'un précipité rouge brique. Voilà. Si je veux chercher de la cellulose, si je veux la cellulose, ça vous le verrez en tronc commun, on va le voir dans quelques semaines. Là, vous laissez cette partie-là. On le fait plutôt avec le carmine vert de Mirande, avec cellulose et lignine, je laisse. Protéines, on n'a pas à le chercher. Lipides non plus. Donc, en gros, ce tableau-là, il est intéressant uniquement pour ces trois-là. Voilà. Hop.
Alors, on va la semaine prochaine, je ne sais plus si c'est dans le TP qui suit, je crois, on va aborder un peu les conformations spatiales sur l'IBMOL, des molécules. Donc là, je vous ai juste présenté grâce, je ne crois pas que ce soit l'IBMOL, j'ai utilisé PIMOL parce que c'est gratuit et qu'on peut faire pas mal de choses avec. C'est un peu plus puissant que l'IBMOL et qu'on peut le télécharger sur son ordinateur. Ce que vous devez juste observer là, l'amylase et son substrat, l'amidon, polymère de glucose. Donc, je vous ai entouré en gris ici le substrat de l'amylase. Autrement dit, là, vous avez plein de petits glucoses attachés. C'est l'amidon. Et cette grosse molécule ici, c'est l'amylase. Donc, l'amylase, vous remarquerez que cette enzyme, elle est assez volumineuse et finalement, elle n'accueille qu'un petit endroit de sa structure, le substrat. Alors, ce petit endroit, on le verra la semaine prochaine, il a un nom, ça s'appelle le site actif. Ce site actif, il est composé d'un certain nombre d'acides aminés qui vont pouvoir établir des liaisons, plutôt des liaisons de faible énergie, interaction électrostatique, liaison hydrogène, avec le substrat. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que votre substrat ici, il est spécifique de cette enzyme parce qu'il a une forme complémentaire. Il peut se positionner ici dans un site particulier qui s'appelle le site actif de l'enzyme. Il ne se met pas ailleurs. Il a vraiment, sa forme lui permet de s'enchasser ici. Souvent, c'est une structure un peu à l'intérieur de la protéine de l'enzyme qui est protégée de l'eau puisque l'eau, c'est aussi un agent d'hydrolyse. Et donc, ça empêcherait finalement, ça entrera en compétition avec l'enzyme pour l'hydrolyse de l'amidon. Donc, souvent, le site actif, il faut le chercher un petit peu au cœur de la protéine, au cœur de l'enzyme. Et donc, la semaine prochaine, vous étudierez ce site actif-là. Je crois que c'est la semaine prochaine ou celle d'après. Alors, ça, c'est pour info, c'est absolument pas à retenir, mais vous pourriez me dire, et alors le glycogène, comment on fait pour le digérer? Comment on fait pour l'hydrolyser? Bien, tout simplement, on passe par une succession de simplification. Alors, c'est pas une glycogénase. On pourrait penser que l'enzyme qui permet d'hydrolyser le glycogène, elle s'appelle glycogénase. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est une glycogène phosphorylase, comme son nom l'indique. Cette enzyme, dans un premier temps, en fait, elle va couper un glucose du glycogène en lui agrafant, si j'ose dire. Elle va associer un phosphate inorganique ici sur le carbone 1 du glucose. C'est pour ça que ça s'appelle une glycogène phosphorylase. Elle ajoute un groupement phosphate. Après, il y a une phosphoglucomutase puisqu'en fait, cette enzyme-là, mutase, elle va faire une transmutation. Elle va faire passer le groupement phosphate du carbone 1 au carbone 6. Et puis après, une glucose 6 phosphatase, elle coupe, elle hydrolyse le groupement phosphate et transforme le glucose 6P en glucose. Donc, vous remarquerez que la digestion du glycogène, elle passe par 1, 2, 3 enzymes. C'est un petit peu plus compliqué. Et à la fin, mon glycogène me donne un glucose simple. Hors programme, évidemment, cette partie-là. La glycogène phosphorylase et son substrat. Donc là, c'était juste pour vous montrer. C'est pas très simple. Là, vous avez votre glycogène. Là, c'est la lysine 380 qui est dans le site actif de l'enzyme. Et puis ça, c'est un cofacteur. C'est un élément qui va aider l'enzyme à fonctionner. Et donc, faire une hydrolyse pour une enzyme, souvent, par exemple ici, vous le remarquez sur le schéma, c'est finalement faire des échanges de protons ici. Et donc, à la fin, votre glycogène phosphorylase qui agit sur le glycogène, eh bien, elle a volé un élément glucose du glycogène en lui greffant un groupement phosphate sur le carbone 1 qui est ici. Donc, cette glycogène phosphorylase, elle produit du glucose 1-phosphate. Après, il y a une mutase qui arrive et qui produit le 6P et après, le glucose tout seul. Hors programme, c'est juste pour comprendre comment biochimiquement l'hydrolyse enzymatique se fait. Alors, je passe à la diapositive suivante. Donc là, voilà, je vous ai montré sur PIMOL la tête de la glycogène phosphorylase. Vous êtes convaincus, je pense, de la complexité, de la structure, la conformation de la protéine. C'est quelque chose d'assez volumineux. Et là encore, c'était juste pour vous faire prendre conscience qu'il y a un site actif, une zone au sein de l'enzyme qui va accueillir deux choses pour la glycogène phosphorylase, nécessairement le glycogène que je vous ai représenté en rose,
Voilà. Et puis, un groupement phosphate, forcément, pour pouvoir accrocher sur le glucose le groupement phosphate. Donc, qu'est-ce que je retiens aujourd'hui pour ce TP? Les enzymes des biocatalyseurs, donc on est sur le TP3 et aussi sur le TP2, pardonnez-moi, d'aujourd'hui, et le TP3 que je vous demanderai de préparer pour la semaine prochaine. Quand je vous demande de préparer un TP, là, chez vous, c'est quand même compliqué. C'est juste bien, je vais revenir à la fin, quand on fera les discussions, c'est bien travailler l'étape 1, la démarche de résolution. On va revenir dessus si vous voulez, je vais essayer de vous en rédiger une bien. Donc, TP2, TP3, qu'est-ce que je retiens? L'hydrolyse de l'amidon. Hydrolyse de l'amidon, ça veut dire le découpage. L'amidon, c'est un polymère de glucose, peut se produire assez rapidement en milieu acide, pH 1 et à une température de 100 degrés Celsius. Donc, si vous voulez artificiellement, juste chimiquement hydrolyser de l'amidon, vous augmentez la température, en gros, vous agitez le milieu à 100 degrés Celsius, là c'est carrément une ébullition, et vous mettez un pH très acide. Mais ça vous demande énormément d'énergie puisqu'il va falloir chauffer et puis être dans des conditions extrêmes. Or, l'avantage des catalyseurs biologiques, des enzymes, c'est que cette hydrolyse, elle peut être immédiate, beaucoup plus rapide et surtout à faible température comparativement les 100 degrés Celsius. Là, on est seulement à 37 degrés Celsius et à un pH neutre compatible avec la vie, les conditions de notre corps. Donc, un catalyseur biologique, autrement dit une enzyme, c'est une molécule qui va favoriser une réaction chimique et l'accélérer à des conditions compatibles avec la vie. Donc, c'est très intéressant. Et l'autre intérêt d'un catalyseur, c'est que c'est intact à la fin de la réaction. Donc, vous pouvez faire la réaction, la faire de nouveau un nombre de fois, on peut dire illimité. Je mens un peu parce qu'une enzyme, c'est une protéine. Donc, en termes de turnover, à un moment donné, elle finit par ne plus fonctionner. Donc, à une température de 37 degrés et un pH 7, condition de notre corps, la réaction est beaucoup trop lente pour être compatible avec les contraintes de la vie. L'amylase produite par les sucs digestifs, donc la salive, les glandes salivaires et le suc pancréatique, c'est une protéine appelée enzyme qui permet d'accélérer la réaction et de la rendre possible dans les conditions biologiques. Alors, ça veut dire quoi les conditions biologiques? Température 37 degrés et pH neutre. Les enzymes sont biologiques, c'est-à-dire des protéines qui augmentent la vitesse d'une réaction, d'où le terme catalyseur, qui permettent à faible concentration la réalisation d'une réaction aux conditions biologiques. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est à faible concentration? Parce qu'une enzyme, elle est intacte en fin de réaction. Si vous voulez l'étymologie de enzyme, en, ça veut dire dans, et zyme, c'était les levures. C'est le vieux mot pour dire levure. Historiquement, c'est en travaillant sur des levures qu'on a compris que des processus métaboliques nécessitaient des molécules qu'on appelle des enzymes. Alors, attention, un catalyseur ne peut rendre possible une réaction qui ne se produirait pas spontanément sans leur intervention. En gros, pour qu'une une réaction se fasse, elle nécessite, elle va être accélérée par le catalyseur et normalement, les processus spontanés qui ne sont pas spontanés ne peuvent pas être aidés par une enzyme. Là, vous avez la concentration en produit en fonction du temps. Sans enzyme, vous voyez que ça finira par se faire, mais alors très très lentement, alors qu'avec une enzyme, eh bien, vous avez une kinétique, là, c'est-à-dire une vitesse bien plus importante. Là, la pente, ça vous donne, puisque c'est la concentration en produit en fonction du temps, la pente vous donne une vitesse de réaction. Donc là, j'ai une vitesse bien plus forte ici, la pente est très forte, alors que sur la courbe, le tracé vert, la pente est très faible. Dans une réaction catalysée par une enzyme, les réactifs sur lesquels l'enzyme agit sont qualifiés de substrats, donc ça, j'espère que c'est clair. Les réactifs dans une équation bilan sont à gauche de la flèche, les produits sont à droite. Et bien, dans une réaction enzymatique, les réactifs sont les substrats de l'enzyme et l'enzyme, dans l'équation bilan, n'apparaît jamais puisqu'elle reste intacte à la fin de la réaction et deviennent à l'issue de la réaction nécessairement des produits. Les enzymes nécessitent des conditions particulières pour fonctionner. Les optima, donc un optimum des optima, de fonctionnement correspondant aux conditions rencontrées dans les organes de notre corps. Donc, j'ai dit tout à l'heure, et c'est un peu faux, mais j'ai essayé de faire quelque chose de global, qu'une enzyme, ça fonctionne de manière optimale à 37 degrés Celsius, un pH 7. Si vous vous souvenez de l'amylase pancréatique, elle fonctionne
un pH beaucoup plus acide. Donc, en fait, chaque enzyme a sa gamme de température et de pH optimaux. Donc, par exemple, activité enzymatique en unité arbitraire, vous n'avez pas d'unité ici. Le pH, je constate que pour cette enzyme-là, le pH optimum, il est de 8. Pour d'autres enzymes, il peut être de 7. Pour l'amylase pancréatique, il est plutôt très acide, vers 4. Ici, vous avez la température optimale, température optimum. Et qu'est-ce que vous constatez? Pour cette enzyme-là, la température optimale est de 40 degrés Celsius. Il y a certaines enzymes, comme la TAC polymérase, c'est une enzyme qu'on retrouve chez TAC, c'est pour Aquaephilis, je ne sais plus son nom, c'est une bactérie qui vit dans le parc du Yellowstone, là, dans les geysers, et elle fonctionne très très bien à 90 degrés Celsius. Donc en fait, chaque enzyme a son optimum de température. La plupart des enzymes, puisque ce sont des catalyseurs biologiques, et que la plupart des organismes vivent quand même aux alentours de 30-37 degrés Celsius, et bien aux optimales de température autour de 40 degrés Celsius. Alors, je voudrais juste revenir sur le sujet du TP d'aujourd'hui. Je vais vous l'afficher maintenant. Hop, je partage. Je voudrais revenir sur la démarche de résolution et le protocole. Donc, pour revenir sur le TP que vous aviez à préparer pour aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'étape 1. Juste pour les étapes 2, 3 et 4, mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables, mettre en œuvre le protocole de digestion in vitro afin de déterminer si l'amylase hydrolyse spécifiquement l'amidon ou si elle peut aussi hydrolyser les glycogènes, je vais en parler. Présenter les résultats, c'est là où je me permets d'insister. Vous avez vu la plaque de titration, je pense qu'il aurait fallu être plus clair, mieux numéroter, mettre un document brouillon, une feuille de brouillon, pourquoi pas, pour expliquer le contenu de chaque tube et de chaque cupule dans les plaques, sur les plaques, sous la forme de votre choix, présenter et traiter les données brutes. Alors là, clairement, un tableau me paraît le plus adapté. Exploiter les résultats obtenus pour répondre aux problèmes. Je vous rappelle l'étape 4. On a donc constaté, on sait que, on déduit, on va le faire ensemble. Alors, concernant la fiche protocole candidat, parce que souvent vous voulez savoir, là, ce que j'aurais proposé comme fiche protocole, afin de déterminer si l'amylase hydrolyse spécifiquement l'amidon ou si elle peut aussi hydrolyser le glycogène, réaliser la digestion in vitro des glucides en respectant les conditions suivantes. À chaque fois, on vous demande un volume de 10 ml de substrat et de 1 ml d'enzyme et un temps de réaction équivalent. Il faut essayer de faire en sorte que votre temps de réaction pour tous vos tubes soit le même, 5 voire 10 minutes. Vous aurez forcément un chronomètre à votre disposition et essayez autant que possible vraiment d'être le plus rigoureux dans la comparaison des tubes. Donc, toujours le même volume pour chaque tube. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un tube à 5 ml et un autre à 11. Donc, vos tubes à essai ont un volume total de 11 ml. C'est-à-dire que dans le tube témoin, si je mets que de l'amidon, différents glucides, donc supposément, on va me donner du glucose, de l'amidon et du glycogène. Dans les tubes témoins où je mets que de l'amidon et que du glycogène, vous devez 10 ml de substrat, ça veut dire que moi j'ajouterai en plus, si je ne mets pas d'enzyme, 1 ml d'eau, de sorte que tous mes tubes sont à 11 ml. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Il faut vraiment être rigoureux là-dessus. Est-ce que je peux essayer de dessiner un tube à essai? Je pense que non, ça va être moche. Ouais, ça va être super moche. Je vais quand même essayer un truc. Par exemple, on va le faire autrement. On va faire un tube à essai comme ça. Voilà. Donc, je vais faire un tube à essai témoin avec que de l'amidon, un autre avec que du glycogène, un avec amidon plus glycogène, et amidon plus amylase, et un avec glycogène plus amidon. Donc, je vais appeler ce tube-là T1 pour tube T1, celui-ci, hop, T2, T3, T4. Et le contenu des tubes, je vais l'écrire ici parce que je n'ai pas la place. T1, ce sera amidon seul. C'est mon témoin. Ensuite,
T2, ce sera glycogène seul. C'est mon autre témoin. T3, ce sera amidon plus amylase. C'est un témoin positif parce qu'on m'a dit, c'est un témoin positif si vous voulez, concernant, positif pourquoi? Concernant la spécificité, décidément, la spécificité de l'enzyme amylase pour son substrat. Et donc, mon tube témoin 4, un T4, ce sera du glycogène plus de l'amylase. Et là, ben ça, c'est le tube à tester. On veut vérifier. Ça, c'est le tube à tester. On veut vérifier s'il y a une spécificité de l'amylase pour le glycogène ou non. Je vais faire en sorte qu'à chaque fois, mes tubes fassent tous 11 ml. Donc ici, mes 11 ml, nécessairement, pour le tube témoin, ça doit faire un volume qui fait 10 l'amidon plus 1 millilitre d'eau. Évidemment, j'ai plus la place. Donc, je vais le mettre ici au-dessus ou en dessous. Pour T1, pour le volume, excusez-moi, tac. Pour le volume du tube 1, ça sera quoi? Ça sera 10 ml d'amidon plus 1 ml d'eau. Pour le volume du tube 2, hop, volume du tube 2, ce sera 10 ml de glycogène plus 1 ml d'eau. Et pour le tube 3, volume du tube 3, je vais m'assurer de mettre toujours 10 ml d'amidon, c'est ce qu'on m'a demandé, hein. On m'a dit 10 ml de substrat, donc 10 ml d'amidon. ml, c'est pour millilitres, hein, plus 1 millilitre d'enzyme. Ça, je ne peux pas le deviner, c'est eux qui m'ont conseillé ces volumes-là. 10 ml de substrat pour 1 millilitre d'enzyme, c'est censé fonctionner. Et pour le volume du tube 4, eh bien, ce sera 10 ml de glycogène plus 1 ml d'enzyme qui est l'amylase. Voilà. Donc, je vais attendre 10 minutes et au bout de 10 minutes, je vais prélever une goutte de chaque tube que je vais déposer dans ma plaque de titration et j'ajouterai une goutte d'eau iodée. Normalement, avec l'eau iodée, j'espère trouver. Alors, hop, on va faire un truc comme ça. Avec l'eau iodée dans le tube 1, je dois avoir un résultat positif. Autrement dit, je dois avoir... On va faire un petit rond bleu. Ici, dans le tube 1, je dois avoir un résultat positif. J'aurais pu le colorier en bleu, j'y arrive pas, tant pis. Dans le tube 2, glycogène plus 1 ml d'eau, je dois avoir toujours du glycogène, donc ça doit faire quelque chose d'orange. On va prendre un petit rond orange. Tac. Dans le tube 3, amidon plus enzyme, au bout de 10 minutes, ça doit avoir totalement disparu. Donc, je dois avoir, avec l'eau iodée, plus rien, que du jaune, donc un test négatif. Et dans le tube 4, je dois avoir, comme dans le tube 2, la même résultat, c'est-à-dire que le glycogène est resté malgré la présence d'enzymes. Donc, voilà les résultats attendus. Évidemment, je vais ensuite faire un test à la liqueur de Fehling, on va dire en carré comme ça. Donc, à la liqueur de Fehling, dans le tube 1 où j'ai que de l'amidon, eh bien, ma liqueur de Fehling, elle doit rester bleue. Voilà. Dans le tube 2, glycogène, qui reste glycogène, ma liqueur de Fehling, ça doit rester bleu aussi. Dans le tube 3, l'amidon a disparu et donc je dois avoir un précipité rouge brique à la liqueur de Fehling. Du glucose est apparu. Et dans le dernier tube, le test à la liqueur de Fehling doit être négatif. Donc, si ce n'est pas clair pour tout le monde, les légendes sont les suivantes. Donc, les carrés, ça veut dire test à la liqueur, test à la liqueur de Fehling. Et les ronds,
noir, tac, ici, ça, excusez-moi, il l'a pas pris en compte, voilà, j'ai pas bien cliqué, les petits ronds, c'est test au Lugol ou au iodé. Voilà. Si je reprends mon début de séance, concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème. Donc ici, le tube 2 et 4 à l'eau iodée sont positifs. Alors, évidemment, j'aurais dû attendre votre question. Donc, le tube 2, c'était celui avec glycogène et juste de l'eau. Le tube 2, glycogène plus eau. Au bout de 10 minutes, eh bien, j'ai un test positif à l'eau iodée et j'ai un test négatif à la liqueur de Féling. Est-ce que vous voulez que je les redessine ou ça va? Je suis désolée, je l'ai effacé trop vite. Non, ça va? Ok. Et juste pour reprendre notre situation, la stratégie pour résoudre la situation problème, je vous rappelle que sur votre feuille, c'est pas mal de faire tac, 3 colonnes. Voilà. Donc, mettre ici le problème, les points clés et puis vos hypothèses. Donc ici, le problème à résoudre, c'est quoi? On cherche à montrer que, on cherche à savoir si l'amylase, elle est spécifique uniquement de l'amidon ou peut-elle aussi hydrolyser le glycogène. Donc là, avant de formuler vos hypothèses, vous pouvez rappeler que l'amylase, c'est une enzyme contenue dans la salive et qu'on nous explique que l'amidon, elle est capable d'agir dessus et de l'hydrolyser sous forme de glucose qui réagit positivement avec la liqueur de Féling. Donc vos hypothèses sont archi simples. Soit vous en formulez une. Oui, je suppose que l'amylase est spécifique exclusif à l'amidon, ou alors vous dites, bah non, mon hypothèse, c'est que l'amylase, elle peut aussi agir sur le glycogène. Agir aussi sur glycogène. Bon là, c'est franchement facile, hein, la stratégie de résolution. La partie protocole, comment je m'y prends? Comment je fais? Donc, comment je m'y prends? Alors, il va me falloir prouver, rappeler que l'amylase, elle est spécifique. Ça va être mon témoin. L'amylase, elle est spécifique à l'amidon. Donc, il me faudra de l'amidon. Il me faudra de l'amylase. Et puis, il me faudra les réactifs proposés. Il me faudra du Lugol. Et il me faudra aussi de la liqueur de Féling. Donc ça, ce sera mon témoin. Je vais prouver qu'au bout de 10 minutes, l'amidon a disparu. Donc le test au Lugol va être négatif et est devenu du glucose. Le test à la liqueur de Féling sera positif. Vous pouvez faire un témoin avec juste de l'amidon et du Lugol pour rappeler que l'amidon réagit bien avec le Lugol. Et évidemment, il vous faudra de l'amylase, mais cette fois-ci avec du glycogène pour voir si l'amylase agit sur le glycogène. Donc là encore, il faudra du Lugol et aussi un test à la liqueur de Féling. Hop, Féling. Et donc, les résultats attendus, je m'attends à 3 petits points. Donc déjà, je m'attends à ce que je vérifie que l'amylase dans mon témoin, je m'attends à avoir une spécificité de réaction, autrement dit une hydrolyse. L'amylase a hydrolysé l'amidon. Et donc, comment je le prouve? Ça induit quoi? Ça induit eh bien, Lugol négatif à la fin de la réaction, négatif, et Féling positif
en fin de réaction. Hop. Si mon hypothèse 1 est juste, c'est-à-dire que l'amylase est spécifique exclusivement de l'amidon, alors je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que dans le tube glycogène plus amylase, je m'attends à, paf, eh bien je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de réaction. Je m'attends donc à ce que le Lugol soit positif, le glycogène est encore là, et par contre, Feeling soit négatif, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de glucose. Si en revanche, c'est l'hypothèse 2 qui est validée, et donc il n'y a pas vraiment de spécificité de substrat, ça voudrait dire que l'amylase, elle peut agir sur le glycogène, mais aussi sur l'amidon. Dans ce cas-là, eh bien, le glycogène aura disparu en présence d'amylase, et donc j'aurai production de glucose. Il est relativement simple ce TP-là, et j'espère que ça va, que vous n'êtes pas trop ennuyés, puisque c'est pas un TP qui est bien méchant. C'est clair ça pour tout le monde, ça va? Il est facile. Le truc difficile dans ce TP-là, moi je trouve que ce type de SE est archi simple. Le point compliqué, c'est quand vous faites le test à la liqueur de Feeling, votre tube ASF, vous évitez de l'orienter vers l'examinateur, puisqu'il peut y avoir une projection, 100 degrés Celsius, c'est une ébullition. Et là, si vous projetez de la liqueur de Feeling bouillante à votre professeur ou à votre examinateur, ça va pas très bien se passer. Donc, il faut toujours, il y a un certain nombre de consignes de sécurité quand vous faites une ébullition, soit sur bec benzène, puisque en bain-marie, vous risquez pas l'ébullition, mais en bec benzène, vous orientez bien le tube à essai dans une direction neutre où il n'y a pas de personne. Et vous touchez pas il faut pas que votre tube à essai soit directement au contact du bec benzène, sinon le tube peut casser. Qu'est-ce que je peux dire? La difficulté, c'est de bien respecter les volumes, d'être très rigoureux sur les 11 millilitres à chaque fois, et ça se voit très très bien quand vous mettez vos tubes à essai sur le portoir. Il suffit de regarder et de s'assurer que les volumes sont équivalents. L'autre point en termes de présentation, si je reviens à la présentation de tout à l'heure, je me permets d'insister sur l'organisation de votre paillasse ici. C'est améliorable cette présentation-là, c'est-à-dire que les volumes, je mettrai les points, je considère que les élèves ont travaillé proprement. Par contre, j'ai beaucoup de mal à comprendre les écritures. Déjà, si vous écrivez à gauche de ce dépôt-là, bah, vous le faites pour tous et pas un coup à gauche, un coup à droite, sinon on n'y comprend plus rien. Et vraiment, quand vous organisez, faites à droite sur le papier brouillon, précisez les contenus. Ou ce que signifie MA, GLI, même si GLY, on se doute que c'est glycogène. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Votre tube à essai, quand vous écrivez dessus, eh bien, on écrit vers le haut du tube à essai, pas vers le bas, pour une raison simple. Parce que si vous écrivez en bas du tube au moment où vous le plongez dans le bain-marie, eh bien, vous risquez de perdre l'écriture. Alors que si c'est en haut, la pince qui attrape le tube à essai ne va pas effacer les écritures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme conseil? Je crois que globalement, c'est assez simple. Ce sujet-là, il est pas bien méchant. Donc, j'espère que vous arrivez à vous connecter sur le site. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et que vous reprenez bien à chaque fois, vous recopiez bien le cours correspondant. La partie enzymatique là qu'on aborde en ce moment, elle n'est pas très difficile. J'y vais très très progressivement. Vous remarquerez que le TP de la semaine prochaine, c'est les optima pH et température. Donc là encore, ça va être quelque chose de simple. Ce que je vais vous mettre sur le site, parce que je trouve que c'est plus facile que les QCM qu'on va corriger là. Je savais qu'il me restait un truc à voir avec vous. Le QCM que je vous avais donné de préparer pour aujourd'hui. Les QCM que je mets sur le site, je vais vous les envoyer peut-être sur WhatsApp, vous les faites chez vous et on les corrige en début de séance. Donc, normalement, si j'ai bien fait et j'ai un doute, je dois, et on s'arrêtera là, je voudrais corriger, mais il veut plus. Attendez, je vais juste, voilà. Je voudrais corriger le QCM que je vous avais donné à faire. Donc, excusez-moi, je ne l'ai pas. Je vais
le chercher. Donc, c'était en spé sur le thème sur les enjeux planétaires. Je vous avais donné un petit QCM à faire. Paf, c'était celui-ci. On va le regarder ensemble et puis après, on aura terminé la séance. On a encore 10 minutes, donc c'est parfait. Il faut juste que ça fonctionne. Génial, ça fonctionne. Voilà. Alors, je vais zoomer. Hop. Tac, tac, tac. C'est parti. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le QCM Socrative, là, ce que j'avais mis en place. Je vais plus le faire comme ça parce que je pense que c'est aussi bien que vous le fassiez direct sur votre téléphone portable ou autre sur un papier et puis ensuite on en parle ensemble. Et puis moi, je peux vous mettre les corrigés, vous les envoyer sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. L'atmosphère terrestre. C'est mise en place au même moment que la phase d'accrétion planétaire. Non, la accrétion planétaire précède le dégazage et donc la mise en place d'une atmosphère. Donc non, je n'entoure pas la question A. Je vais prendre d'ailleurs une forme pour entourer et on va prendre le rouge pour correction. A toujours présenté du dioxygène? Eh bien non, le dioxygène, il faut attendre les premiers métabolismes photosynthétiques qui vont libérer du dioxygène. Donc non, l'atmosphère primitive était dépourvue de dioxygène. C'était même un poison pour les premières formes de vie. A toujours présenté du CO2. Oui, après le dégazage, il y a eu du CO2. Hein, ça fait partie des molécules qui ont dégazé et qui ont constitué notre atmosphère primitive. Ne cesse de voir sa concentration en CO2 augmenter depuis son apparition. Eh bien non, c'est faux. Le taux d'O2 atmosphérique qui varie. Alors actuellement, il est en augmentation, mais il y a des moments où il a diminué, il y a d'autres moments où il a augmenté. Il y a un certain nombre de paramètres géologiques qui l'expliquent. Je vous rappelle qu'au Carbonifère, par exemple, il y a énormément de végétaux chlorophylliens. C'est une période marquée Carbonifère-charbon. Il y a des forêts luxuriantes, des fougères arborescentes. Et donc, vous avez une grande photosynthèse à l'échelle de la planète. Et qui dit photosynthèse dit un flux de carbone de l'atmosphère vers la biosphère. Vous allez avoir un piégeage du carbone atmosphérique par la photosynthèse de la biosphère. Donc là, au moment du Carbonifère, on a plutôt une diminution du taux de CO2 dans l'atmosphère. Donc je ne coche pas la D. Le carbone minéral est présent dans 4 réservoirs, biosphère, atmosphère, hydrosphère, lithosphère. C'est juste, ce carbone, il est présent dans ces 4 réservoirs-là. Et majoritairement présent dans le réservoir hydrosphère, non. Et globalement en équilibre entre l'atmosphère et l'hydrosphère. Oui, je vous rappelle qu'il y a un équilibre concernant l'élément carbone minéral sous forme oxydée entre l'atmosphère et l'hydrosphère. Quand le taux de CO2 dans l'air augmente, eh bien, il augmente aussi dans l'hydrosphère. Le carbone minéral de l'hydrosphère, donc de l'eau, est piégé par sédimentation carbonatée. Si vous vous souvenez de l'équation bilan des carbonates, la précipitation des carbonates, eh bien, quand les carbonates précipitent, ça libère un CO2. Donc non, n'est pas piégé par la sédimentation carbonatée. Le carbone minéral de la lithosphère est présent sous forme de roches carbonées telles que le calcaire. Alors, il y a bien du calcaire, c'est bien le carbone minéral qui est dans le calcaire, mais le calcaire n'est pas une roche carbonée, c'est une roche carbonatée. Donc là, c'est un petit piège. Les roches carbonées, c'est le pétrole, par exemple, alors que la roche carbonatée, c'est le calcaire. Carbonate de calcium, CaCO3. Le carbone minéral de la lithosphère est dégazé vers l'atmosphère via le volcanisme, c'est vrai, est dégazé vers l'atmosphère par la combustion des roches carbonées. Bien oui, quand on utilise le pétrole et qu'on fait rouler notre voiture, on libère le carbone qui était dans le pétrole, le carbone minéralisé qui est piégeant dans cette roche va ensuite, par combustion, être libéré de nouveau dans l'atmosphère. Le carbone atmosphérique est actuellement à un taux de 0,037%, c'est vrai, et c'est la même chose que de dire que c'est 370 ppm. Donc ces deux valeurs sont les mêmes, sauf qu'il y en a une qu'on exprime en pourcentage et l'autre en ppm partie par million.
À une évolution inversement proportionnelle à l'indice stomatique des végétaux chlorophylliens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce TP-là, mais en fait, on comprend que plus il y a de stomates sur une feuille, et c'est corrélé à un taux de CO2 dans l'air plutôt faible. Or, quand j'ai beaucoup de CO2 dans l'air, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'ouverture dans ma feuille puisque le taux de saturation, la saturation est élevée. Donc, le carbone atmosphérique a une évolution inversement proportionnelle, c'est vrai aussi. Le carbone atmosphérique est alimenté par l'érosion des reliefs silicatés. Si vous vous souvenez de l'érosion des granites, c'est un piège à CO2. Donc, c'est plutôt l'inverse. Le carbone atmosphérique n'est pas alimenté, mais est piégé. Donc, je ne coche pas la D. Enfin, les stromatolites dans la baie des requins en Australie, par exemple, où on a vu des roches, nous, en TP, n'existent plus. Bah, c'est faux, il y en a encore. Sont des roches formées par sédimentation chimique? Non. Les stromatolites, c'est une sédimentation biologique due à des petites cyanobactéries, des petites bactéries qui réalisent la photosynthèse. Montre le début d'une hydrosphère oxydante? Oui. Le début de la photosynthèse dans l'eau a permis, dans l'eau hydrosphère, la libération de dioxygène, d'où le qualificatif hydrosphère oxydante, et on la date d'à peu près 3,5 giga-années, c'est-à-dire 3,5 milliards d'années. Donc voilà pour le corrigé de ce TP. Eh bien, ma foi, vous avez courageusement écouté pendant 1 heure ce travail. J'espère que vous allez tous très bien, que vous arrivez à vous organiser surtout. Utilisez autant que possible votre emploi du temps habituel quand vous êtes en cours pour occuper vos heures en fonction des différentes disciplines. Donc là, il est 14h30. Normalement, il vous reste encore 1 heure à faire des PSVT. Ce que je vous invite à faire, c'est de recopier le cours d'aujourd'hui et de commencer la lecture du TP3 qui est sur le site. Normalement, il est bien visible. La semaine prochaine, on corrige ce TP3. Et ce que je vais vous envoyer pour la semaine prochaine, si vous voulez le faire, c'est un sujet 2.2 sur le thème 2, les enjeux planétaires. Et je vous mettrai le corrigé. Je ferai un corrigé, évidemment, en classe entière. Donc, la semaine prochaine, pendant 1 heure, on fera le TP3 qui est très, très rapide. Il me faudra, je pense, 1 demi-heure pour le traiter avec vous. Et l'autre demi-heure, je corrigerai un sujet 2.2 qui porte sur les enjeux planétaires contemporains, que je vous envoie là à la fin de cette vidéo. Voilà, et ben, très bonne journée à vous. Restez chez vous, faites du sport comme vous pouvez. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, à demain. Et je vais vous envoyer sur le groupe WhatsApp un petit truc sympa à faire pour demain. Voilà, allez, au revoir tout le monde. Bonne journée.